Je m'appelle Alain Aspect, je suis physicien et j'ai travaillé toute ma vie sur l'optique quantique et la manipulation d'atomes par laser, dont il y avait de l'optique aussi. La mécanique quantique est surprenante et conduit à des applications technologiques révolutionnaires. On ne sait pas encore l'impact que ça aura sur la société. C'est comme tout passage de la science fondamentale aux applications. Ça prend des années, même des décennies. Je vous ai rappelé que le transistor a été inventé seulement en 1947, alors que tous les principes étaient bien établis en 1925, et qu'entre l'invention du transistor et le bouleversement de la société qui arrive vers la fin du XXe siècle, il s'écoule encore des décennies. Aujourd'hui, dans le domaine des technologies quantiques nouvelles, celle de la seconde révolution quantique, on est encore dans la phase où on a quelques premières applications, mais personne ne sait si ça bouleversera la société ou si ça restera des applications de niche. Ce n'est pas qu'une question d'argent et d'investissement, c'est aussi une question de laisser les idées mûrir. Les idées, une fois qu'elles sont là, mais il faut parfois des années et des années pour que les idées arrivent. Par ailleurs, il y a quand même un deuxième élément, des technologies qui sont développées par ailleurs, pas dans ce but-là, d'un seul coup, vont devenir disponibles pour faire avancer le problème que vous avez. Donc, il faut cette conjonction à la fois des idées qui mûrissent et de technologies périphériques qui progressent de façon étonnante pour finalement assister au passage aux applications qui vont vraiment toucher la société. La première révolution sociétale, la société de l'information et de la communication, c'est parce qu'il y a eu la première révolution quantique qu'on a la société de l'information et de la communication. Au XIXe siècle, c'est la machine à vapeur qui a entraîné la révolution industrielle. Et dont la seconde révolution quantique, si elle bouleverse la société, ce sera à cause de l'intrication, de la manipulation des objets quantiques uniques. Donc c'est toujours dans ce sens, conceptuel, scientifique et finalement révolution sociétale. Moi, je suis sûr que la recherche sur les technologies quantiques aujourd'hui, qui est extrêmement proche de la recherche fondamentale, c'est encore quasiment de la recherche fondamentale, je pense que c'est passionnant et que ça va forcément amener à quelque chose. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter à y aller, ça fait partie des problèmes intéressants de notre temps. Je n'ai pas dit que ce sont les seuls, mais je crois que la quête d'un ordinateur quantique, corriger des erreurs, avec un nombre suffisant de bits quantiques, avec correction d'erreurs, etc., je crois que c'est l'un des très très beaux sujets de recherche de nos jours. Je n'ai pas dit que c'est le seul. Par exemple, la recherche de la matière noire dans le domaine de la cosmologie me paraît également extrêmement intéressant. Il faut observer que la recherche française dans le domaine du quantique tient tout à fait sa place. Vous n'avez qu'à compter le nombre de prix Nobel, partant de Claude Cohen-Tannoudji. Bon, il y avait Alfred Kastler, Claude Cohen-Tannoudji, Serge Haroche, moi, aujourd'hui Michel Devoré, tout ça c'est l'école française de physique quantique, dont la France tient tout à fait son rang sur le plan de la recherche fondamentale et de la recherche académique, mais elle tient aussi son rang dans le domaine, on a un nombre de start-up à succès tout à fait remarquable en France. Maintenant, vous avez évoqué les collaborations. Il est clair qu'avec la situation géopolitique actuelle, les collaborations, elles doivent d'abord être avant tout à l'intérieur de l'Europe, mais également, il y a de bonnes collaborations avec les collègues de l'autre côté de l'Atlantique. En dépit du gouvernement américain actuel, il y a quand même des collaborations avec les universités. Après, avec le reste du monde, il ne vous échappe pas qu'on a un monde qui n'est pas celui des bisounours. Donc voilà. Einstein, Bohr et John Bell sont des gens qui sont effectivement des vraies figures inspirantes. C'est-à-dire, mais sans doute Einstein au-dessus de tout. J'ai lu pratiquement tous les articles d'Einstein. On a d'excellentes traductions françaises des articles d'Einstein. Et donc, j'ai lu pratiquement tous les articles d'Einstein sur la physique quantique. C'est d'une clarté de pensée absolument extraordinaire. La grande surprise, c'est que sur l'affaire des variables cachées, c'est qu'il n'ait pas raison. Parce que son raisonnement est tellement clair et tellement convaincant. Le fait qu'un raisonnement tellement clair et tellement convaincant soit en contradiction avec la mécanique quantique met le doigt sur le fait que la physique quantique, c'est vraiment extraordinaire. Donc il faut donner le crédit à Einstein de nous avoir permis de comprendre que l'intrication, c'est vraiment incroyable.
Donc oui, voilà les grandes figures. Maintenant, je peux vous citer Feynman. Moi, j'ai passé des heures à lire les Lectures on Physics de Feynman. Mais tenez, on parlait de comprendre l'importance de l'intrication. En 1960, quand il écrit Lectures on Physics, Feynman n'a pas compris l'importance de l'intrication. Il écrit dans son livre, bof, Einstein, Podolsky et Rosen, c'est pas différent d'une seule particule dans des fentes Young. Mais 20 ans plus tard, il écrit un article où il dit peut-être bien que j'avais sous-estimé l'importance de l'intrication, et là, il énonce les premières notions de calcul quantique. Donc, vous voyez, et Einstein, lui, dès 1935, a mis le doigt dessus, en disant, mais l'intrication, c'est vraiment extraordinaire. Donc, si je dois en citer un seul, c'est Einstein. La science, c'est passionnant. Et en plus, ça peut être utile pour la société.